Avant de commencer, permettez-moi de vous demander une petite faveur. Je travaille très dur pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui compte vraiment beaucoup pour moi. Cliquez sur le bouton « S'abonner » de la chaîne. Ce n'est qu'un seul clic, mais c'est une énorme motivation pour moi de continuer à faire des vidéos. Merci infiniment à vous tous. Perchée en haut de l'échafaudage en bois d'une grande salle de bal londonienne, Rosaline se figea. « Descends, mon garçon. » Une voix froide et aristocratique résonna depuis le sol en marbre en contrebas. « Laisse-moi voir le visage de l'homme qui peint ma maison. » Elle était censée être un fantôme, une fille de village sans le sous-peignant, un chef-d'œuvre en pleine nuit, caché derrière le nom d'un imposteur. Si elle descendait dans la lumière, l'impitoyable duc de Westcliff verrait sa jupe. Il se rendrait compte que le génie qu'il avait engagé était une femme, et elle pourrait être jetée dans le caniveau comme une voleuse. Pour comprendre comment une fille affamée s'est retrouvée à risquer la prison de Newgate dans le collimateur d'un duc, il faut remonter à la nuit où elle a tout perdu. La nuit où son père a jeté son seul chef-d'œuvre au feu. Rosaline tomba à genoux sur le sol, en terre battue, alors que son père jetait sa peinture dans le feu. « S'il te plaît » haleta-t-elle, les mains tendues vers le foyer. Mais il était déjà trop tard. Le bois s'embrassa instantanément. Ce n'était pas une toile d'une grande galerie londonienne, mais un morceau de bois mis au rebut qu'elle avait passé 3 semaines angoissantes à peindre en secret. Utilisant des baies de sureau, écrasées pour les ombres violettes, et un seul morceau de feuille d'or qu'elle avait mendié à un artisan itinérant. C'était la seule belle chose dans leur chaumière exiguë et appauvrie. C'était la seule preuve qu'elle était une âme vivante, et pas seulement une autre bête de somme élevée pour la boue du village. Et maintenant, elle craquait et crépitait dans les flammes, se transformant en cendre sous les mains tremblantes d'alcool de son père. « Tu veux être utile, ma fille ? Réchauffe la maison !» gronda son père. Son visage était empourpré d'un cramoisi sombre et laid à cause du gin bon marché de la taverne alors qu'il la dominait, son haleine fétide. Personne n'achète les gribouillages d'une pauvre fille. Les grandes galeries de Londres sont pour les gentlemen, pas pour les déchets des bas-fonds comme nous. Ces peintures continuent de te remplir la tête d'absurdité. Demain, tu laveras la suie de ton visage et tu épouseras Miller le boucher. Au moins, il garde un garde-manger plein. Rosaline ne pouvait pas le regarder. Son regard était fixé sur la cheminée, regardant le brillant horizon doré qu'elle avait peint se recroqueviller en une fumée noire et huileuse. Son cœur se brisa dans sa poitrine. Sa famille lui avait toujours dit que les rêves d'une fille pauvre n'étaient qu'un moyen plus rapide de mourir de faim. Mais cette nuit-là, son père avait transformé cet avertissement en exécution. À côté du foyer, ses 2 sœurs aînées étaient assises dans l'ombre, leurs expressions totalement vides. Elles ne parlaient pas, elles ne protestaient pas. Elles avaient déjà payé le tribut du village, échangeant leur propre jeunesse et leurs rêves contre des toits qui fuient et des maris qui levaient le poing quand l'hiver devenait trop froid. Elles regardaient Rosaline non pas avec pitié, mais avec un ressentiment sourd et creux, comme si son refus de se briser, son désir désespéré de créer de l'art, était une insulte à la misère qu'elles avaient acceptée. Mais la soumission était une condamnation à mort que Rosaline refusait de signer. Elle ne deviendrait pas comme elle. Pas question de mourir dans un lit humide comme sa mère, ni de disparaître dans la longue lignée grise de femmes qui l'avaient précédée. Par-dessus tout, il n'y aurait pas de mariage avec le boucher, qui croyait qu'une femme ne devait être que vue, jamais entendue. Se levant sans un bruit, elle laissa la pièce derrière elle. Aucun vêtement ne fut emballé. Il n'y avait rien à emporter à part des haillons. Au lieu de cela, ses mains plongèrent profondément dans le creux sous le matelas de paille, en retirant son seul véritable héritage. 3 pinceaux usés, un couteau à palette rouillée et quelques précieux morceaux de charbon de bois
enveloppées dans un tissu effiloché. Elle les serra contre sa poitrine comme un enfant. Lorsque Rosaline sortit sous la pluie battante, la boue s'empara instantanément de ses bottes, et le vent mordit à travers son fin châle comme des dents. Devant elle s'étendait la route de Londres, un terrifiant labyrinthe de pierres étouffé par le brouillard, où elle n'avait ni argent ni protection, et un nom qui pesait moins lourd que la poussière. Il lui avait dit qu'elle mourrait de faim. Mais alors qu'elle serrait fermement les manches en bois de ses pinceaux contre sa poitrine, Rosaline jura qu'elle ferait ravaler à Londres chacun de ses mots. La route de Londres était faite de poussière pâle et de silex, se déroulant devant elle comme un fil tiré d'un linceul. À la 5e nuit, la rase campagne mourut, engloutie par une monstrueuse voûte de brouillard jaune et de fumée froide. Londres ne l'accueillit pas. Elle s'abattit sur elle comme une montagne de pierres. L'air était épais et graisseux, empestant le fumier de cheval et l'haleine aigre d'1 million de vies entassées dans les caniveaux. Le menton haut et ses dessins serrés contre ses côtes, elle essaya la seule chose qu'elle connaissait. Elle entra dans les petites imprimeries et chez les marchands bas de gamme aux abords de la ville. Elle se tint devant des comptoirs, le corps tremblant d'épuisement, offrant les croquis des visages fatigués qu'elle avait croisés sur la route. Les rejets n'étaient pas bruyants. C'étaient juste de lourdes portes qui se fermaient contre sa poitrine. « Les galeries sont pour les gentlemen, ma fille », marmonna un vieux commerçant, sans quitter son grand livre des yeux. La main d'une femme a sa place dans une bassine, pas sur une toile. Vers minuit, un grésil glacial recouvrit les pavés, et Rosaline s'effondra sur une froide marche de pierre, sous l'auvent en fer d'un théâtre fermé de Covent Garden. Ses pinceaux cliquetèrent dans le caniveau. Elle était trop fatiguée pour les ramasser. Le froid s'installait profondément dans ses poumons, et pendant un moment terrifiant, la voix de son père résonna dans l'obscurité. Les rêves d'une fille pauvre ne sont qu'un moyen plus rapide de mourir de faim. Un allumeur de réverbère éleva sa flamme vers la boîte, en verre au-dessus du théâtre, et la lumière ambrée vacilla. Il s'arrêta, ses yeux fatigués apercevant un dessin au fusain posé face vers le haut dans la neige fondue. Ses sœurs, les yeux vides, alors qu'elles étaient assises près d'un foyer mort. « C'est toi qui as fait ça, ma fille ?» ?»« Oui. » Il secoua lentement la tête. « Il y a un endroit à 3 rues d'ici, un vieil entrepôt près de la brasserie. Un peintre gentleman, qui se fait appeler Alice Tister, dirige une sorte d'académie, apprend aux garçons à mélanger les huiles et à broyer les pigments s'ils ont la main pour ça. Il n'a jamais pris de femme. » Les mots académie, huile, pigments, résonnèrent dans sa poitrine comme le tintement lointain d'une cloche. « La brasserie ?» demanda-t-elle, la voix éraillée. « Suis la puanteur du houblon », dit l'allumeur de réverbère, pointant sa main gantée dans le ventre noir du brouillard. « Prends la 2e à gauche, cherche la porte verte rouillée avec la lanterne au-dessus. » Rosalind n'attendit pas que le froid s'empare complètement de ses articulations. Elle se força à se lever, ses pieds en sang hurlant contre le cuir de ses bottes. Elle ramassa ses pinceaux mouillés dans le caniveau, glissa son baluchon sous son bras et marcha dans l'obscurité. Elle sentit la brasserie avant de la voir, l'épaisse pourriture fermentée du grain flottant lourdement dans l'air humide. Et là, au bout d'une ruelle étroite en impasse, se trouvait la porte verte. Une petite pancarte en bois était accrochée de travers à côté. « Académie des Beaux-Arts d'Alice Tister ». Elle ne frappa pas. Elle n'en avait plus les bonnes manières. Elle poussa la lourde porte et entra. À l'intérieur du vaste entrepôt chaotique, une 12aine de jeunes hommes se retournèrent pour la regarder. Au centre se tenait un homme dans un manteau de velours effiloché, un chapeau haut de forme en soie, incliné de manière désinvolte en arrière sur sa tête, et une bouteille de vin à moitié vide à la main,
Tu t'es perdue, ma fille, dit Alice Tister. L'entrée de l'arrière-cuisine est de l'autre côté du pâté de maison, et la soupe populaire n'ouvre qu'à l'aube. Aucune femme n'est autorisée ici. Je ne cherche pas de soupe, dit Rosalind, d'une voix assurée, malgré le tremblement de ses membres. Elle fit un pas en avant, l'eau de ses bottes laissant une traînée sombre sur le plancher. On m'a dit que vous preniez ceux qui ont la main pour le travail. Un rire discret parcourut les jeunes hommes dans la pièce. Alice Tister renifla, prenant une lente gorgée de sa bouteille. Une main pour le travail. C'est une académie de grand art, pas un lavomatique. La main d'une femme est faite pour le baquet, pas pour la toile. Pars avant que je ne demande au garçon de te mettre dehors. Regardez-les, exigea-t-elle. Avant qu'il ne puisse parler, elle laissa tomber son baluchon sur une table voisine, en sortant les dessins au fusain. Elle les abattit violemment sur ses carnets de croquis bien rangés. Il y avait les arbres d'hiver squelettiques, les visages fatigués de la route, les yeux creux de ses sœurs. Alice Tister baissa les yeux, avec l'intention de les repousser. Mais au moment où son regard croisa les lignes de fusain, il se figea. L'amusement paresseux disparut de son visage. Il prit le dessin de ses sœurs, ses doigts se resserrant contre le papier alors qu'il l'approchait de la lampe. « Où as-tu trouvé ça? À qui les as-tu volés? Donnez-moi un pinceau, dit-elle, sa voix tombant en un murmure féroce et dangereux. Donnez-moi une toile et un pot d'huile noire, et je vous montrerai exactement comment peindre une femme. » Alice Tister la dévisagea, la bouteille de vin suspendue à mi-chemin de sa bouche. Le silence dans l'entrepôt s'alourdit, imprégné de l'odeur de térébenthine et de la soudaine et vive tension entre eux. Les étudiants observaient, leurs pinceaux figés à mi-mouvement. Personne ne parlait, personne ne respirait. Lentement, un sourire cruel et moqueur courba les lèvres d'Alice Tister. Il posa la bouteille sur un établi, encombré avec un bruit sourd. « Tu veux faire tes preuves ?» murmura-t-il, s'avançant vers elle, jusqu'à ce qu'elle puisse voir les légères taches de pigments secs sous ses ongles. « Très bien, ma fille, voyons de quoi tu es faite. » Il lui donna la toile de rebut, le pinceau à chaud ruiné. Rosaline n'hésita pas. Elle s'approcha du chevalet, le corps tremblant, mais sa main, au moment où ses doigts se refermèrent sur le manche en bois du pinceau, devint totalement immobile. Un par un, les étudiants commencèrent à quitter leur place, s'éloignant de leur propre chevalet pour se rassembler derrière elle. Alice Tister ne bougea pas de sa place près de l'établi, mais sa posture avait changé. L'avachissement paresseux avait disparu. Ses épaules étaient rigides, son regard fixé sur la toile, alors qu'un visage commençait à émerger du chaos noir. Lorsque ses bottes frappèrent enfin le sol, une fois le travail terminé, le seul son qui restait dans l'entrepôt était le silence, là où se trouvaient auparavant les ricanements. L'allumeur de réverbère les regardait à travers la peinture en train de sécher. Féroce, épuisé et parfaitement vivant. Alice Tister se tenait à quelques centimètres de la toile, un léger tremblement dans la mâchoire. « Sortez !» dit doucement Alice Tister à la salle. Les étudiants clignèrent des yeux, confus. « Maître !» commença l'un d'eux. « J'ai dit sortez, vous tous !» rugit Alice Tister, sa voix résonnant à travers les chevrons. « L'académie est fermée pour la nuit. » Lorsqu'ils furent seuls, le masque du riche gentleman avait complètement disparu. Il ressemblait à un homme qui avait regardé dans un abîme vide, et Rosaline venait de lui tendre une lanterne. « Il y a une chambre, » dit-il en désignant un escalier étroit. En haut, un foyer, du pain, du bœuf séché. Ne pars pas, c'est tout. Rosaline regarda les escaliers sombres, puis Alice Tister. Elle pouvait voir la faim nue sur son visage, pas pour de la nourriture, mais le besoin désespéré et tenace d'un homme qui connaissait ses propres limites. Il ne lui offrait pas la charité.
Il lui offrait un abri parce qu'il ne pouvait pas se permettre de la laisser partir. Alors que ses bottes heurtaient la première marche en bois, elle entendit Alice Tister bouger derrière elle. Il se précipita vers le chevalet, tirant une lourde bâche de protection sur sa peinture, cachant son génie dans l'obscurité avant que quiconque ne puisse le voir. L'entrepôt devint un tombeau, et Rosaline devint son fantôme. Chaque fois qu'elle terminait une œuvre, Alice Tister prenait un pinceau trempé dans l'encre noire et signait son propre nom dans le coin. Alice Tister Vance. Elle regardait son identité s'évanouir dans ces 14 lettres encore et encore. Mais elle mangeait. Elle avait du feu. Et son esprit était libre de créer. Puis vint le jour où le monde bascula. Le marchand de Bond Street a vendu le paysage des Landes. Allaita Alice Tister, en laissant tomber une épaisse bourse en velours sur sa table de travail. Lord Arthur, le duc de Westcliff. Il ne veut pas seulement la toile, il veut rencontrer l'artiste. Il vient demain. Le lendemain après-midi, le grand carrosse arriva. Rosaline se tenait dans le coin le plus sombre de l'entrepôt, une casquette de laine ample enfoncée sur les yeux, le visage barbouillé de charbon. Le duc était jeune, avec une mâchoire nette et cynique et des yeux comme du silex poli. Il se déplaçait dans l'entrepôt chaotique avec un air d'autorité absolue. « Votre travail a une violence particulière, monsieur Vance, » dit le duc, s'arrêtant devant une peinture d'une forêt d'hiver. Une pièce que Rosaline avait peinte alors que ses propres doigts gelaient. Les autres peintres de l'Académie me donnent des portraits stériles. Mais vos lignes ressemblent à celles de quelqu'un qui sait ce que signifie saigner. C'était sa souffrance qu'il louait. Son sang, sa vie. Ses yeux semblables à du silex s'étaient posés sur la table où elle se tenait, plus précisément sur un petit bout de papier jeté où elle avait testé ses coups de pinceau. Des lignes qui correspondaient parfaitement à la technique du grand paysage. « Un assistant intéressant que vous avez là, Vance, » murmura Lord Arthur. « Juste un gars de la campagne, » l'interrompit Alice Tister. « Bête comme ses pieds. » Le duc regarda Alice Tister, puis son regard se posa de nouveau sur Rosalinde. Pendant une seconde haletante, elle sentit le poids absolu de son attention, cherchant dans l'ombre sous son bord, à la recherche de l'esprit derrière le déguisement. Puis, il se retourna vers Alistair, son expression se masquant derrière un froid ennui aristocratique. « J'exige une peinture murale, 3000 souverains et un accès complet au domaine. » Il s'arrêta, la main sur le pommeau en argent de sa canne, et jeta un regard vers les ombres. « Amenez l'assistant, Vance. Un projet de cette envergure nécessite une main sûre pour le fond. » La grande salle de bal du domaine de Westcliff était une caverne de marbre blanc, de feuilles d'or et de silence étouffant. Le jour, Alice Tister était le maître, debout sur l'échafaudage dans sa belle chemise de soie, parlant de manière fluide avec les critiques pendant que les domestiques passaient. Mais minuit appartenait au fantôme. Une fois que le dernier veilleur de nuit avait terminé sa ronde, Alice Tister faisait faufiler Rosalinde par la porte de l'arrière-cuisine, portant un manteau surdimensionné, ses cheveux attachés serrés sous une casquette trop grande. Elle grimpait sur 30 pieds d'échafaudage en bois et se mettait au travail sous le faible scintillement sifflant d'un seul bec de gaz, construisant le paysage enfumé et lourd des docks de Londres sur le plâtre. Elle était tellement absorbée par le mouvement de son poignet qu'elle n'entendit pas les lourdes portes en chêne s'ouvrir en bas. Un peu sombre pour une salle de bal, vous ne trouvez pas, Vance ? Son pinceau glissa, laissant une traînée noire irrégulière à travers une cheminée magnifiquement rendue. Elle se figea. Debout au pied de l'échafaudage se trouvait Lord Arthur, vêtu seulement d'un gilet en soie noire, ses yeux sombres fixés non pas sur Alice Tister, mais directement sur elle.
Votre grâce, haleta Alice Tister, la voix serrée par la panique, entrant dans le champ de vision du duc. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez réveillés. Le garçon et moi étions juste... Nous testions la perspective des ombres inférieures avant la lumière du matin. Silence, Vance, dit doucement Arthur, coupant les balbutiements d'Alistair. Il marcha jusqu'à la base de la structure en bois. Il regarda la massive peinture murale humide, puis les outils qu'Alice Tister tenait. Les mains d'Alice Tister étaient complètement propres. « Ces lignes ne sont pas des arrière-plans, » murmura le duc. « C'est l'architecture d'un maître. Et il fait le travail pendant que vous vous tenez sur le sol avec des doigts propres. Laissez-nous, Vance. » Lorsque les lourdes portes en acajou se refermèrent, avec un déclic, le silence était étouffant. « Tu peux descendre maintenant, » dit Arthur. Rosaline ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Si elle descendait ces escaliers, elle marcherait droit dans la lumière de la lampe à gaz. Il verrait sa jupe sous le manteau surdimensionné. Il verrait un visage de femme, un visage de fille de village, et tout le fragile échafaudage de sa survie s'effondrerait dans la boue. « Je ne suis pas un homme sans éducation, » murmura le duc, faisant un pas lent autour de la base de la charpente en bois. Sa canne à pommeau d'argent tapa une fois contre la pierre. « J'ai acheté des toiles de tous les grands studios d'Europe. Je sais comment bouge un maître. Je sais comment un imposteur se cache. Et je sais qu'Alice Tister Vance n'a pas l'estomac pour les lignes sur ce mur. » Il s'arrêta, posant une main gantée contre la poutre de support principal de son échafaudage. La proximité était terrifiante. Elle pouvait sentir le poids absolu de sa présence, appuyée à travers les planches sous ses genoux. « Vance est un lâche, » continua doucement Arthur, ses yeux semblables à du silex cherchant l'espace sombre, au-dessus de lui. Il peint des fleurs et des portraits stériles pour les ministres de l'Académie, parce qu'il a peur du noir. Mais quiconque tenait ce pinceau ce soir n'a peur de rien. Ils savent ce que signifie saigner. Il fit une pause. Le silence s'étirait fermement entre eux comme un fil sur le point de casser. « Descends, mon garçon. Laisse-moi voir le visage de l'homme qui peint ma maison. » Rosaline déglutit difficilement. Le goût de charbon et de poussière sèche amer sur sa langue. Le piège s'était refermé. Elle repensa à ses sœurs assises dans l'ombre du foyer mort de son père, les yeux vides, l'âme brisée par le tribut du village. Elle repensa aux mains grasses du boucher et à la longue lignée grise de femmes qui l'avaient précédée. Invisibles, silencieuses, mortes avant même d'être enterrées. Si elle restait silencieuse, il appellerait le veilleur. Elle serait jetée à la rue comme une voleuse et Alice Tister serait ruinée. Le pinceau lui serait retiré des doigts pour toujours. Non. Lentement, délibérément, elle se leva et commença sa descente. Lorsque ses bottes frappèrent le sol en marbre blanc, elle ne garda pas la tête baissée. Elle se tint parfaitement droite, leva le menton et laissa toute la dure lumière de la salle de bal frapper son visage. La casquette de laine surdimensionnée retomba, et ses longs cheveux noirs se répandirent dans son dos en une vague emmêlée et sauvage. Ses yeux, écarquillés, sombres et féroces, se fixèrent directement sur ceux du duc. Le souffle d'Arthur se coupa, l'immobilité absolue de son masque aristocratique brisée pendant une fraction de seconde. « Une femme », murmura le duc. « Pas une femme », dit Rosalinde, sa voix tranchant le silence comme un rasoir. « Le peintre. »« Le génie de vent », murmura Arthur, les mots passant ses lèvres comme un goût amer. Il regarda au-delà d'elle la massive peinture murale humide, où les sombres cheminées de Londres semblaient fumer à la lumière du gaz. Une file décomptée. « Mon nom est Rosalinde, » dit-elle. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» demanda-t-il, sa voix descendant dans un baryton bas et dangereux. « La fraude que vous avez perpétrée sous mon toit. »
Si j'ouvre ces portes et que j'appelle la garde, Vance sera à Newgate avant le lever du soleil. Et vous serez jeté dans le caniveau avec le reste de la racaille des rues. Alors appelez-les, murmura Rosalind. La défiance dans sa voix était absolue. Un silex froid qui frappait contre son autorité aristocratique. Appelez-les, répéta-t-elle, s'approchant jusqu'à ce qu'elle puisse voir son propre reflet féroce dans les iris sombres de ses yeux. Jetez-moi dans le caniveau, arrachez les pinceaux de mes mains et grattez ce plâtre jusqu'à la pierre. Cela ne changera rien. Demain matin, Alice Tister Vance sera toujours un manteau creux, et vous serez toujours un homme qui a payé 3000 souverains pour un chef-d'œuvre peint par une femme que vous refusez de voir. Il la regarda de la façon dont un homme regarde quelque chose qui vient de modifier de façon permanente la forme du monde. Elle pointa un doigt taché de charbon vers le mur. Vous avez fait l'éloge du sang dans ces lignes. Le sang n'était-il beau que lorsque vous pensiez qu'il appartenait à un gentleman? La question resta suspendue dans le vaste vide, comme un coup frappant. Arthur fixa la peinture murale pendant un long moment d'angoisse. Quand il se retourna enfin, le froid ennui avait disparu, remplacé par un respect sombre et calculateur. Alice Tister Vance est un imbécile encore plus grand que je ne le pensais. Il pense qu'il peut garder un feu comme vous enfermer dans un grenier sans brûler sa propre maison. Il fit une pause, sa main reposant sur le dossier du fauteuil en cuir. Si l'Académie découvre cela, le nom de Westcliff deviendra la risée de tous. Je n'accepterai pas que ma collection soit entachée par un scandale de bohème. Il tourna la tête, ses yeux sombres se fixant sur les siens à travers les ombres. Mais je ne permettrai pas qu'une main inférieure touche ce mur. La peinture murale doit être terminée. Rosaline garda son corps rigide. Sous quel nom? Arthur offrit un petit sourire sombre qui ne toucha pas ses yeux. Vance continuera à se tenir sur ses planches pendant la journée. Il continuera à tenir ses pinceaux propres et à recevoir les éloges des ministres. Le monde verra ce qu'il veut voir car Londres est une ville bâtie sur d'élégants mensonges, et un mensonge élégant est toujours préféré à une vérité dérangeante. Il s'éloigna du fauteuil, marchant vers les grandes portes en acajou. « Mais vous reviendrez ici à minuit, » dit le duc, sa main se refermant sur la poignée en laiton. Il s'arrêta, la regardant par-dessus son épaule, son regard s'attardant sur la vague sauvage de ses cheveux noirs et la posture féroce de ses épaules. « Vous finirez l'architecture de votre esprit, Rosalind, et je serai assis dans ce fauteuil pour vous regarder le faire. » Chaque nuit, à 2 heures précises, les lourdes portes en chêne s'ouvraient en glissant. Lord Arthur entrait sans porter de lampe, vêtu seulement d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche impeccable, aux manches retroussées jusqu'au coude. Il marchait droit vers le fauteuil en cuir et croisait ses longues jambes. Le silence entre eux était une présence physique, dense et tranchante comme du silex. À la 6e nuit, la curiosité vainquit sa fierté. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le duc ne regardait pas le mur. Un petit carnet de croquis en cuir reposait sur son genou, et sa main pâle et forte bougeait avec un rythme lent et délibéré, ses yeux sombres entièrement fixés sur elle. Il esquissait la ligne de sa colonne vertébrale, l'inclinaison nette de son menton, la façon dont sa petite main agrippait le pinceau comme une arme. « Que faites-vous » demanda-t-elle. « Je documente la fraude » dit-il doucement, refermant le carnet de croquis d'un coup sec. Alice Tister Vance raconte à l'Académie que cette fresque est née de son tourment intérieur. Mais je préfère garder une trace de la vérité. Elle est bien plus intéressante. Je ne suis pas une exposition pour votre amusement, votre grâce. Non, murmura Arthur, marchant vers la base de son échafaudage. Il leva les yeux vers la ville en feu qu'elle avait créée. Vous êtes un désagrément pour l'ordre naturel de cette ville. Il s'arrêta. Vance a l'intention de vous emmener à Paris, une commande pour le Louvre.
Il a rédigé un contrat. 7 ans en France sous son nom. La main de Rosaline se figea contre le plâtre humide. « Il veut me cacher encore plus, » murmura-t-elle. « Il veut survivre, » corrigea Arthur. Il s'approcha de la base de la charpente en bois et leva les yeux vers elle. « Si vous allez à Paris, vous deviendrez un fantôme permanent. Mais si vous restez ici, si je reste ici, je suis toujours invisible, » rétorqua-t-elle. « Vous ne direz pas la vérité à l'Académie. Vous ne laisserez pas le nom d'une femme déshonorer votre grande salle de bal. »« Non, » dit Arthur. « Je ne le dirai pas à l'Académie. » Ses yeux sombres se plissèrent, une intensité brûlante s'y allumant. « Mais je suis le duc de Westcliff. Je ne réponds pas à l'Académie. Je réponds à l'histoire. » Il s'approcha si près qu'elle put sentir la légère odeur de cèdre et de tabac onéreux sur sa chemise en lin. « Je vous offre une alternative. Quittez Alice Tister ce soir. Je rachèterai son contrat. Vous aurez un studio plus grand que n'importe quelle académie d'Europe et le soutien total de la fortune de Westcliff. Et lorsque les toiles seront terminées, elles iront dans les plus grandes galeries de Bond Street et vous signerez votre nom dans le coin. » Le souffle de Rosaline se coupa. « Ils n'accepteront jamais le nom d'une fille du peuple, Arthur. Ils l'accepteront s'il est lié au mien, » l'interrompit le duc, sa voix tombant dans un registre dépouillé de tout ennui aristocratique. Il tendit la main, ses longs doigts pâles planant à quelques centimètres seulement de sa main. « Vous m'épouserez, Rosalinde. » Les mots tombèrent entre eux comme un lourd poids de fer. « Vous êtes fou, » murmura-t-elle, une vive rage montant dans sa poitrine. « Vous ne pouvez pas épouser une fille qui sent l'hospice et la route. »« Je peux faire ce qu'il me plaît, » dit Arthur, la mâchoire serrée. « Londres appellera cela une folie, mais ils n'oseront pas fermer leurs portes à ma duchesse. » Il s'approcha, refusant de la laisser reculer dans l'ombre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix se baissant, en un murmure tranchant et dangereux. « Un duc n'offre pas son nom de famille à une fille de la province par charité chrétienne. Vous vous souciez de votre réputation, monseigneur. Vous vous souciez de la lignée de Westcliff. Quel est le véritable prix de ce marché ?» Arthur laissa retomber sa main le long de son corps, mais il ne rompit pas le contact visuel. Le masque paresseux et cynique qu'il portait habituellement l'après-midi avait complètement disparu, remplacé par une ambition brute et nue qui le faisait paraître plus jeune et bien plus dangereux. « Vous pensez que je fais cela pour vous ?» dit le duc, une cadence basse et amère s'immisçant dans son baryton. Il se retourna et marcha vers le centre de la pièce, levant les yeux vers le paysage tentaculaire et enfumé des quais de Londres qu'elle avait créé. « Regardez ce mur, Rosalinde, regardez-le vraiment. » Il pointa le pommeau d'argent de sa canne vers les lourdes formes sombres des péniches à charbon et les yeux creux et obsédants des dockers qu'elle avait peints dans l'ombre. « Mon grand-père a construit cette maison sur le sucre et le fer, » murmura Arthur, la mâchoire serrée. « Mon père l'a remplie de jolis paysages stériles d'artistes français qui n'ont jamais vu un seul jour de véritable hiver de leur vie. Les hommes de ma classe pensent que l'art est une décoration, un joli petit cadre assorti au velours de leurs rideaux. Ils veulent être flattés, ils veulent qu'on leur mente. » Il se retourna pour lui faire face, ses yeux semblables à du silex brûlant dans la faible lueur ambrée du bec de gaz. « Mais je meurs d'ennui, Rosalinde. Cette ville étouffe dans sa propre hypocrisie, et l'Académie royale est un cimetière d'hommes mous peignant des choses mortes. Quand j'ai vu votre travail dans l'entrepôt d'Alice Tister, je n'ai pas vu un assistant. J'ai vu une arme. » Il s'avança vers elle, ses bottes faisant un cliquetis lourd et délibéré contre la pierre. « J'ai toute la richesse de la chrétienté, mais je ne peux pas construire un héritage qui survive à la pourriture de ce siècle. Mon titre passera à un cousin que je méprise. Mon or sera dépensé par des imbéciles. Mais si je vous soutiens,
Si le génie le plus grand et le plus violent de notre époque conquiert Londres en portant le nom de Westcliff, alors l'histoire ne pourra pas m'effacer. Chaque fois qu'un critique écrira votre nom dans les journaux, il devra écrire le mien à côté. Chaque fois qu'une galerie de Bond Street s'inclinera devant votre pinceau, elle s'inclinera devant ma maison. C'est ça. Rosalinde le dévisagea, l'honnêteté brute de ces mots la frappant plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour ne l'aurait jamais pu. Il était tout aussi impitoyable qu'elle. Elle regarda la zone de signature dans le coin inférieur, droit de la massive peinture murale, toujours vide, toujours dans l'attente. Lentement, délibérément, elle sortit ses 3 pinceaux usés et les tint en l'air entre eux comme un défi. « L'aile nord », dit-elle, d'une voix ferme et claire. « Et mon nom va sur la toile en premier. » La bouche d'Arthur se courba en un sourire sombre et brillant. Il baissa la tête dans un geste lent et solennel d'égalité absolue. L'atelier de l'aile nord était baigné dans l'argent pâle et aveuglant de la lumière du matin à travers la massive lucarne en arc. 3 poils en fer rugissaient. Et là, l'attendant comme une armée de monuments blancs silencieux, se dressaient d'imposantes toiles vierges. Rosaline leva la main vers la trame blanche du lin, et le premier coup de son pinceau coupa à travers la lumière du matin. Elle peignit un foyer, massif et froid, mais le feu à l'intérieur était une colonne de fumée noire épaisse et huileuse. À l'intérieur des flammes, la faible géométrie squelettique d'une charpente en bois peinte se recroquevillait en cendres, son horizon doré craquant sous la chaleur. À midi, un doux cliquetis métallique résonna du fond de la galerie. « Les notaires sont de retour de Covent Garden », dit Arthur depuis le seuil, ses bottes polies faisant un bruit net et précis contre le chêne brut. Alistair a signé sans un mot. Il a pris les 500 souverains et est parti pour Brighton avant les cloches de midi. Il a pris l'or, il le fait toujours. Il a emporté sa réputation avec lui, corrigea le duc. Il s'arrêta à 3 pas derrière son épaule, son regard posé sur le violent foyer noir s'étirant à travers sa toile. Pendant un long moment, il resta silencieux. C'était la première fois qu'il la voyait à la lumière du jour, sans la suie et le manteau surdimensionné. La robe de chambre vert foncé épousait sa silhouette étroite, avec une élégance discrète. C'était une robe de dame, mais elle n'adoucissait pas la ligne féroce et ininterrompue de sa colonne vertébrale. Ses cheveux sombres s'échappaient déjà de leur peigne pour tomber contre la courbe pâle de son cou. « Vous me dévisagez, monseigneur, » dit-elle doucement. Arthur offrit un tout petit sourire sec. « Je me rends compte que notre arrangement va être bien plus compliqué que je ne le pensais initialement. » Il fouilla dans son gilet, en sortit une petite et lourde chevalière en argent, aux armoiries de la maison de Westcliff, une couronne reposant au-dessus d'une ancre de fer, et la posa à plat sur le coin de sa table en plomb. Elle heurta le métal avec un tintement vif et solitaire. « Le pasteur a inscrit nos noms dans le registre de la chapelle privée, » dit-il. Rosaline regarda la bague. « 3 mois alors. Et ensuite qu'adviendra-t-il de nous, Arthur, quand les toiles seront terminées, que l'Académie se sera inclinée et que les journaux auront fait leurs gros titres? Quoi alors ?» Il resta silencieux un moment. Le seul son était le faible sifflement de la lampe à gaz et le tintement lointain et étouffé des cloches de la paroisse. « J'ai passé chaque nuit dans ce fauteuil à vous regarder verser tout ce que vous êtes sur ce mur. Et j'ai essayé de me dire que c'était de la stratégie, que je protégeais simplement un investissement. » Sa voix avait perdu son ton cultivé, gratté jusqu'à quelque chose en dessous du duc, en dessous de l'accord. « Et ?» demanda Rosalinde très doucement. Il s'approcha d'elle, la lumière ambrée accrochant la ligne nette de sa mâchoire. Il semblait presque troublé, une chose qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant.
et je trouve que je ne peux pas vous regarder quitter une pièce sans remarquer que la pièce devient considérablement moins intéressante. Un silence tomba entre eux. Pas le silence tendu de champ de bataille, de la salle de bal, ou le calme calculateur de l'entrepôt, mais quelque chose de plus doux et de bien plus dangereux. C'est une façon très aristocratique de dire quelque chose d'assez simple, dit Rosalind. Je suis un homme aristocratique, répondit Arthur. L'éloquence est tout ce que j'ai. Elle le regarda, observant l'incertitude brute et démasquée dans ses yeux semblables à du silex, et la façon dont ses mains étaient complètement immobiles pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Elle avait marché 5 jours à travers le silex et la pluie pour atteindre cette ville, et elle s'était battue à chaque heure depuis pour rester visible, pour être vue. Et voici l'homme qui s'était assis dans un fauteuil sombre, nuit après nuit, à regarder. Il l'avait vue depuis le début. Rosalind posa son pinceau sur la table en plomb, à côté de la bague en argent. Elle se tourna pour lui faire entièrement face. « Vous devriez savoir, » dit-elle, la voix basse et assurée, « que si vous essayez de me mettre dans un cadre, je peindrai un moyen de m'en échapper. »« Je sais, » dit Arthur. Le sourire sombre et brillant revint, plus lent cette fois et tout à fait sincère. « Je compte là-dessus. » Il tendit la main et souleva la chevalière de la table. Il ne la glissa pas à son doigt. Il la tint simplement dans sa paume ouverte entre eux. Une question plutôt qu'un ordre. Rosalind la regarda pendant un long moment. Puis, elle leva les yeux vers lui, vers cet homme dangereux, sérieux, brillant et solitaire qui avait observé son génie dans le noir et l'avait qualifié de la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Elle tendit la main et ses doigts tachés de charbon se refermèrent autour des siens. Il leva sa main lentement, pressant ses lèvres sur ses jointures, sur le charbon, la peinture et la peau écorchée à vif qui constituaient l'intégralité du registre de sa vie. Il tint sa main contre sa bouche pendant un long moment, les yeux fermés. Lorsqu'il les rouvrit, elle n'avait pas bougé. L'anneau reposait toujours entre leurs paumes, oublié. « Rosalind » souffla-t-il, son nom étant à la fois une question et une confession. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle répondit en entrant dans l'espace qu'il avait laissé entre eux, en levant sa main libre vers le revers de son manteau, en se hissant sur la pointe de ses bottes usées jusqu'à ce que la distance entre leurs bouches devienne insupportable, puis cesse finalement d'exister. Le baiser n'était pas doux, il contenait 5 jours de silex et de pluie, 1000 nuits passées dans l'invisibilité, et le soulagement bouleversant d'être trouvé. Sa main quitta la sienne et se leva pour bercer l'arrière de sa tête, ses doigts s'emmêlant dans les épingles lâches de ses cheveux. L'anneau tomba sur la table avec un doux son métallique, totalement sans importance. Elle sentit le goût du charbon et du thé, et le léger sel d'un homme qui ne s'était maintenu qu'avec de l'étiquette et de la peur. Lorsqu'ils se séparèrent, haletants, son front reposa contre le sien. Son calme, soigneusement arrangé, était en ruine. « Vous venez de ruiner plusieurs semaines d'abnégation très disciplinée, » dit-il, la voix saccadée. « Tant mieux, » murmura Rosalind. « Je n'ai que faire des hommes disciplinés. » Il rit, un son brisé et émerveillé, et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, en apprenant la forme de ses lèvres. Au-dessus d'eux, les toiles vierges attendaient dans la lumière argentée du matin, et le premier coup de pinceau d'une nouvelle vie séchait déjà sur le lin. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. J'apprécie vraiment chaque instant que vous passez ici avec moi. Actuellement, nous sommes en route pour franchir le cap des 1000 premiers abonnés. Si les histoires que je raconte touchent votre cœur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors soutenez-moi en cliquant tout de suite sur le bouton s'abonner. Chacun de vos abonnements est une source de motivation gigantesque qui m'aide à continuer d'écrire et à vous apporter encore plus d'histoires pleines de sens. Au revoir et à très vite dans la prochaine vidéo.